Aujourd'hui, on se penche sur un livre qui a littéralement changé la donne dans notre façon de comprendre nos humeurs. Se sentir bien du docteur David D. Burns. C'est un ouvrage qui propose une approche franchement radicalement nouvelle pour surmonter les coups de blues et les baisses de morale. Le docteur Burns, il ne mâche pas ses mots. Il commence avec une affirmation qui fait l'effet d'un choc. Ça pose d'emblée la gravité du sujet et surtout l'urgence de trouver des solutions face à un mal si courant, mais qui peut être mortel. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Le point de départ, c'est cette idée que la dépression serait une sorte de rhume de la santé mentale. Sauf que cette analyse va nous montrer une toute nouvelle façon de voir les choses, et surtout de traiter ces sentiments. Et c'est là, attention, que ça devient super intéressant. Et si la dépression n'était pas en fait un trouble émotionnel ? C'est une question qui vient bousculer des décennies de certitudes, et qui prépare le terrain pour le concept vraiment central du livre. On passe maintenant à la découverte fondamentale. Et l'idée maîtresse, elle est à la fois simple et incroyablement puissante. Ce sont nos pensées qui créent nos émotions, pas l'inverse. Ce principe, c'est le cœur de ce qu'on appelle la thérapie cognitive. La définition est toute simple. C'est une approche basée sur l'idée que toutes nos humeurs sont créées par nos cognitions. Et cognition, c'est juste un mot un peu savant pour dire nos pensées, nos perceptions, nos croyances, tout ce qui se passe dans notre tête. Alors comment ça marche concrètement ? C'est une séquence en 3 temps. D'abord, il se passe quelque chose, un événement. Ensuite, on a une pensée à propos de cet événement. Et c'est seulement après que cette pensée crée notre émotion. L'événement en lui-même, il est neutre. C'est notre interprétation qui lui donne tout son pouvoir émotionnel. D'accord. Mais alors, si ce sont les pensées qui créent nos émotions, qu'est-ce qui se passe exactement dans notre tête quand on se sent déprimé ? Eh bien, ça nous amène tout droit au concept de pensée déformée. On entre maintenant dans ce que le Dr Burns appelle les pièges mentaux. L'idée, c'est de démasquer ce qu'il nomme les distorsions cognitives. En gros, ce sont des schémas de pensée tordus, des sortes de bugs mentaux qui sont la cause directe de nos émotions négatives. La première, et c'est une des plus communes, la pensée tout ou rien. C'est cette manie de voir les choses en noir et blanc. Il n'y a pas de gris. Soit c'est parfait, soit c'est un échec total. Il n'y a aucun entre deux. Et l'exemple est très parlant. Imaginez un étudiant qui collectionne les A. Il obtient un B à un examen et sa conclusion est immédiate. C'est bon, maintenant je suis un échec total. C'est une distorsion classique qui transforme un petit accroc en catastrophe absolue. Passons à la deuxième distorsion, la surgénéralisation. Là, on prend un seul événement négatif, un seul, et on le transforme en une règle absolue, une série de défaites sans fin. Un seul non devient un jamais. L'exemple du livre est saisissant. Un jeune homme timide invite une fille à sortir. Elle refuse, poliment. Sa pensée : je n'aurai jamais de rendez-vous, je serai seul et malheureux toute ma vie. On voit bien le saut. Une seule expérience est transformée en une prophétie de misère à vie. Troisième piège, le filtre mental. C'est quand on isole un seul détail négatif et qu'on ne voit plus que ça. On ressasse, au point que toute la réalité devient sombre. C'est vraiment comme une goutte d'encre qui colore tout un verre d'eau. Prenons le cas de cette étudiante. Elle était persuadée d'avoir raté 17 questions. Elle s'est focalisée uniquement là-dessus et a conclu à l'échec. Sa note réelle ? 1 A+, la meilleure de la classe. C'est fou, non ? Elle a complètement filtré tout le positif pour ne garder que sa perception négative. D'accord, la théorie est fascinante, mais la vraie question c'est, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça a été prouvé ? Eh bien oui, on passe maintenant de la théorie à la preuve scientifique. Pour ça, on va regarder une étude qui a fait date, menée à l'Université de Pennsylvanie. Ils ont mis en place un face-à-face. D'un côté, la thérapie cognitive, de l'autre, un antidépresseur très connu. Le tout dans des conditions scientifiques super rigoureuses. Et là, les résultats sont sans appel. Après 12 semaines, regardez ça. Dans le groupe thérapie cognitive, 15 patients sont en guérison complète contre seulement 5 dans le groupe médicaments. Et autre chose de frappant, un seul abandon en thérapie cognitive contre 8 dans l'autre groupe. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si on devait résumer ça en un seul chiffre, ce serait celui-là, 79%. C'est le pourcentage de patients sous thérapie cognitive qui se sont soit complètement rétablis, soit considérablement améliorés en 12 semaines à peine. C'est un taux de succès tout simplement énorme. Mais le plus intéressant, c'est peut-être la suite. 1 an plus tard, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les bénéfices de la thérapie cognitive sont plus durables. Le taux de rechute dans ce groupe est plus de 2 fois inférieur à celui du groupe médicaments. Pourquoi ? Parce que les patients ont appris des compétences pour la vie. Alors, comment on fait pour mettre tout ça en pratique ? On arrive à la partie la plus concrète, l'outil que n'importe qui peut utiliser dans sa propre vie. Cet outil, c'est la technique des 3 colonnes. C'est une méthode toute simple, sur papier, pour apprendre à identifier ses pensées négatives, à les remettre en question et finalement à les changer. Voyons comment ça se passe. Première colonne, on note sa pensée automatique, brute de décoffrage. Par exemple, je ne fais jamais rien de bien.
Deuxième colonne, on identifie la distorsion cognitive. Ici, c'est clairement de la surgénéralisation. Et enfin, troisième colonne, on écrit une réponse rationnelle, une sorte d'autodéfense logique du style « n'importe quoi, je fais plein de choses bien ». Et tout ça, ça nous amène au message le plus crucial de toute cette approche. S'il n'y avait qu'une chose à retenir, ce serait ça. La clé pour se libérer de sa prison émotionnelle, c'est tout simple. Les sentiments ne sont pas des faits. Ce qui nous amène à la toute dernière question, celle qui ouvre la porte. Quelle est la pensée négative qu'on pourrait essayer de remettre en question aujourd'hui même? Juste en identifier une seule, c'est déjà faire le premier pas. Et c'est un pas de géant.